Bien, donc nous allons vous proposer une restitution du pôle 3, le pôle 3 qui concernait l'activité des enseignants et des élèves à la fois en classe et à distance. Ce pôle a été co-animé par Audrey Murillo de l'ENSFEA, par moi-même d'AgroSub Dijon, Michel Dumas de l'inspection et avec l'aide d'Amid Amrani de l'Institut Agro à Florac. Ce pôle donc, se centrait vraiment sur l'activité des enseignants et des élèves à la fois en classe et à distance, donc en situation en tout cas d'enseignement-apprentissage en présentiel ou en distanciel et sur la manière dont finalement les enseignants et les apprenants peuvent s'approprier un certain nombre d'outils, qu'ils soient numériques ou non. Le pôle a été décliné en 2 ateliers qui se sont tenus en parallèle, avec un atelier qui concernait les conditions pour que les enseignements à distance soient réellement apprenants et un second atelier qui portait sur des outils particuliers et notamment sur les techniques de rétroaction en classe. Ce que nous allons vous proposer, c'est donc une restitution de la synthèse en fait, des échanges avec les participants, d'une part, et puis d'autre part, ensuite, quelques paroles de ces participants qui sont revenus travailler avec nous la restitution. Concernant l'atelier sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit réellement apprenant, je ne vais pas reprendre là tout ce que vous pouvez voir sur la diapo, simplement préciser que, au final, les enseignants et directeurs adjoints qui étaient présents ont beaucoup plus insisté sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit encrochant et soit supportable pour les enseignants et les élèves plus qu'apprenant. Ils ont notamment insisté sur les conditions matérielles des apprenants, mais aussi des enseignants, conditions à la fois d'équipement, mais aussi d'accès au réseau, qui visiblement a été un nœud très important en fait des temps d'enseignement à distance. Bon, d'autres conditions sont ressorties, hein, notamment l'idée d'un séquençage dynamique et diversifié avec une alternance de formats différents. Pour l'atelier sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit réellement apprenant, j'ai repris là la synthèse en fait des échanges que nous avons eus avec les participants. Simplement peut-être préciser qu'au bout du compte, ce qui a été surtout discuté, ce sont les conditions pour que cet enseignement à distance soit tout à la fois encrochant et supportable pour les enseignants et les élèves, plus qu'apprenant. Un certain nombre de conditions ressortent, notamment des conditions matérielles qui doivent être favorables en termes d'équipement, mais aussi en termes d'accès au réseau, et ce, pour les apprenants et pour les enseignants. Autre condition, un séquençage qui doit être dynamique, diversifié, avec des séances d'enseignement courtes. Un travail aussi d'équipe nécessaire. Comment est-ce qu'on peut se coordonner entre nous pour faire du lien, travailler des approches qui soient concertées. Dans certains établissements, il y a eu des chartes qui ont permis de réguler aussi les activités avec une limitation du temps par jour, du temps de visio, limitation aussi du temps des devoirs. D'autres établissements ont aussi mis en place des feedbacks réguliers, à la fois en début de semaine et en fin de semaine, pour voir ce qui avait été vécu, ce qui avait été retenu, comment ça s'était passé. Donc, une manière de réguler aussi. Un travail important sur les outils et cette idée que sans doute on doit travailler avec des outils uniques ou au moins une plateforme d'entrée dans la formation qui soit unique pour ne pas perdre les élèves. Et puis évidemment, travailler à la formation des enseignants et des apprenants à l'utilisation de ces outils et de ces plateformes. Ce qui est aussi ressorti, la grande difficulté, c'était d'être dans un mode uniquement à distance. Et donc, comment est-ce qu'on peut tenter de penser une hybridation des formations en présentiel et en distanciel? Un gros travail aussi sur le collectif. Tout à la fois, alors le collectif équipe pédagogique, on l'a vu, mais aussi le collectif des élèves, comment est-ce qu'on peut le travailler? Et puis,
travailler aussi évidemment la bienveillance et le lien, c'est beaucoup ressorti. D'autre part, favoriser les interactions entre les apprenants, comment il est possible de les mettre en activité, de leur permettre de coopérer, de collaborer autour de projets qui soient communs, autour de défis qui soient communs, de manière à favoriser les interactions entre eux et d'être là plutôt en régulation. Déposer les exercices, les travaux, les apports, si possible en amont sur une plateforme qui soit dédiée et qui permette aux jeunes de revenir dessus, même si à un moment ou un autre, il n'a pas pu se connecter. Proposer du challenge, du défi, rendre ces enseignements appétants. Et puis derrière, sans doute aussi interroger les modalités de l'évaluation qui sans doute ne peuvent pas être les mêmes en présence ou à distance, quitte à favoriser aussi des évaluations qui soient plutôt des évaluations individuelles. Au final, c'est ce que je disais, les conditions de l'enseignement à distance ont plutôt été travaillées du côté de leur possibilité de rendre les enseignements encrochants et supportables. Les échanges ont vraiment porté sur les risques forts de décrochage des jeunes et assez peu finalement sur les activités qui sont proposées ou qui ont été proposées. On n'a pas pu aller beaucoup voir la manière dont elles peuvent favoriser l'engagement des jeunes, mais surtout leur maintien et les apprentissages en tant que tels. Le potentiel problématique des situations que l'on fait vivre aux jeunes a été assez peu abordé, non plus que la confrontation des groupes au travers de leur production. La mobilisation de leur expérience, qu'elle soit professionnelle ou sociale, pour construire les apprentissages, a elle aussi été assez peu abordée. Ni l'idée qu'il faille sans doute être très au clair sur la visée des apprentissages sur des séances qui sont des séances relativement courtes pour la plupart. Ce qui a été beaucoup discuté, c'était le piège dans lequel sont tombés la plupart des enseignants au début du confinement, à savoir donc des élèves qui étaient bombardés d'activités et de devoirs, avec donc des élèves submergés d'un côté et des enseignants épuisés de l'autre côté. C'est vraiment la dimension traumatique de l'enseignement à distance qui est ressortie dans cet atelier. Et ce que nous avons pointé, surtout collectivement, c'est qu'il n'y a pas ou très peu eu de retour en établissement sur le vécu du printemps 2020, ce qui fait qu'à la veille d'un nouveau confinement, eh bien, on n'a pas collectivement sorti d'enseignement et de ce qui s'est joué, et donc il n'y a pas non plus d'anticipation de ce retour aux enseignements à distance. Dans l'atelier sur les techniques de rétroaction en classe, avec deux enseignants, Marjolaine Cessillon et Eddy Ambry, nous avons abordé diverses techniques, numériques ou non, utilisables en présentiel ou à distance, des techniques qui permettent aux enseignants d'avoir un retour sur ce que l'ensemble de leurs élèves pensent ou comprend du cours. Nous avons centré notre attention sur deux outils qui permettent de mettre en place des quiz interactifs. Ces outils sont Plickers et Kahoot. Ils se sont montrés utiles pour qu'en un temps court, les enseignants puissent obtenir des informations sur l'ensemble de leur classe et que ces informations soient enregistrées dans des tableaux. Nous avons insisté sur la diversité des usages de ces outils, en mode anonyme pour les élèves ou nominatif pour rappeler le cours précédent, pour rythmer une séance ou encore organiser un jeu concours, par exemple juste avant les vacances. Les participants ont mis l'accent sur l'intérêt de ces outils pour varier leur méthode pédagogique, pour dynamiser leurs cours et pour contribuer à un climat de travail positif. On ne parle pas vraiment des activités qu'on a pu mettre en place à distance. J'ai parlé de pédagogie active, moi un peu, de ce que j'avais fait, essayé de faire l'année passée pendant le confinement, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Mais voilà, je pense que c'était lié au groupe et il y a eu des retours très enrichissants sur le fait de faire un suivi avec l'équipe de direction. Enfin, moi, ça m'a apporté des points sur ça, comment on peut gérer en fait à distance notre équipe pédagogique. Mais voilà, par rapport à l'élève, oui, c'était plus suivi, appel téléphonique. On n'a pas effectivement trop développé sur l'aspect pédagogique. Voilà, c'est la petite frustration pour moi.
voir un petit peu comment ça s'était passé, les difficultés que chacun avait pu rencontrer. Donc ça, c'était intéressant d'échanger là-dessus. Et ensuite, effectivement, moi, ce que je pourrais retenir, donc sans revenir dans les détails, c'est que, en fait, quand on travaille avec le numérique, il faut trouver un moyen d'avoir un lien, une interaction avec les élèves. Et après, on n'a pas parlé des outils, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail des activités. Pour répondre à l'étonnement d'Isabelle au tout début de notre réunion, là, moi j'ai retenu hier matin dans la table ronde ce que disait Bruno Devauchel. Je crois que c'est Bruno son prénom. Il disait l'autonomie, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas, ça se prépare et ça s'accompagne et c'est quelque chose qui doit se construire. Et je pense que là, lors du premier confinement, on avait été tellement mis devant les faits accomplis avec des injonctions de continuer absolument la continuité pédagogique et le lien que pour nous, ce qui était primordial, c'était justement de garder nos élèves et qu'ils ne décrochent pas. Et après, le contenu, bien sûr, c'était important pour nous, les enseignants, comme lorsqu'on a les élèves en cours, mais on ne pouvait pas transmettre ce contenu si, dans un premier temps, on n'arrivait pas à garder ce lien avec les élèves. Des réunions bilan, ce fameux retour d'expérience suite au premier confinement. Moi, ce que j'ai regretté, et je l'ai dit déjà en début de semaine, c'est que ça n'est resté que du bilan. Ça ne nous a pas permis en équipe de nous projeter dans l'avenir et sur un éventuel prochain confinement, ce qui fait que moi, je suis un petit peu déçue par ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'il y a un an et il n'y a pas eu plus que ça, de mise en place, comme on disait, de base commune, de dynamique commune. Bon, on a une injonction de la direction de l'établissement pour utiliser certains outils et pas d'autres, pour qu'effectivement, ça soit plus homogène et plus facile d'accès pour les élèves. Nous, on a eu, pour vous dire, une réunion hier soir pour un peu le point sur les décisions gouvernementales et puis sur ce qu'on mettait en place pour les semaines à venir. J'ai eu l'impression de revivre à l'identique ce que j'ai vécu il y a un an. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours aucun collectif. On s'est encore disputé pour savoir si on prenait Zoom, Éclat. Enfin, ça a été encore très tendu. Les collègues qui n'étaient pas à l'aise l'année dernière pour enseigner en distance ne le sont toujours pas aujourd'hui. Moi, déjà, c'est la motivation. Enfin, l'envie de l'enseignant de faire une classe virtuelle, parce que je trouve que ça ne s'improvise pas. On ne peut pas faire cours à distance comme on fait cours en présentiel. Voilà, on ne peut pas se contenter, entre guillemets, de faire un cours théorique ou magistral, parce que les élèves soit ne viennent pas en classe virtuelle, soit ils sont tous comment dire, sans vidéo, donc on ne les voit pas, on ne les entend pas, donc on ne sait pas s'ils sont avec nous en fait. Donc moi, j'avais l'impression la première fois de parler devant mon écran, en sachant que j'ai jamais fait le choix de faire un cours, mais je faisais des corrections d'exercices, donc de devoirs qu'ils avaient fait de leur côté, qu'ils m'avaient renvoyé, que j'avais corrigé. Et là, donc c'était des explications de la correction, comme on n'était pas ensemble pour en parler. Donc même là-dessus, j'avais l'impression de faire la correction pour moi toute seule devant mon écran. Ça m'arrivait de dire non, mais là, dites quelque chose, parce que j'ai l'impression de parler à ma caméra. Donc c'était assez déstabilisant, vraiment. Alors, la seule solution, moi, que j'ai trouvée intéressante, c'était vraiment les rendre acteurs de la séance. Voilà, donc je leur ai demandé, par exemple, de faire des exposés. Donc, je suis en biologie, écologie. Donc, on travaillait sur le réchauffement climatique. Donc, ils devaient choisir, par exemple, un sujet sur le réchauffement climatique. Donc, ils devaient travailler à deux de leur côté, puis après nous présenter une petite fiche de synthèse. Et on a fait aussi des caouts ensemble avec la documentaliste. Donc, ces séances-là étaient beaucoup plus interactives et se passaient beaucoup mieux. Bon, par contre, j'ai jamais réussi à avoir tous les élèves en distanciel. Donc, des séances courtes. Donc, voilà, réduire le temps, en fait, avec les élèves. Et ensuite, les interpeller, c'est-à-dire les faire participer. Maintenant, on arrive à se dire quelque chose qui ne se disait peut-être pas avant, c'est quand un élève est absent,
alors pour une raison médicale notamment, qu'on a des outils qui s'y prêtent, qu'on peut faire, voilà, si c'est une absence pour immobilisation par exemple, on peut lui faire un CCF oral en visio, ce qui, à mon sens, jusqu'à maintenant, moi, n'avait jamais été envisagé. Donc, je pense quand même que de ce qu'on a vécu qui a été difficile, on peut y voir des apports, comment dire, une nouvelle façon d'enseigner. Alors, pas de manière systématique, hein, je pèse bien mes mots, hein, mais en tout cas, de voir que ça peut être aussi source de solutions. Et donc, je pense qu'effectivement, ça apporte du progrès. Mais, voilà, parce qu'il y a toujours un mais, il faut que maintenant, ça se généralise. Je crois qu'il faut accepter quand on fait une visio, qu'il y ait un temps pendant lequel on est juste dans l'échange, parce que je l'ai vécu l'année dernière avec mes terminales. Si vous voulez, c'était un moment qu'ils attendaient avec une impatience énorme, parce que c'était le moment où dans la semaine, ils se retrouvaient, où ils se racontaient un petit peu ce qu'ils avaient fait la semaine précédente. Et si vous voulez, il y avait un long temps d'échange avant qu'on commence à faire des maths. Voilà. Et ce temps-là me semble indispensable à respecter, c'est-à-dire qu'il faut accepter que, effectivement, cette visio qu'on leur propose, c'est aussi un moment pour eux d'être ensemble et que, effectivement, on ne va pas foncer tête baissée à faire le prof, en fait, hein, mais qu'on va déjà partager des choses. Et puis, je finis juste avec un tout petit détail technique, mais le fait de pouvoir utiliser le tableau blanc, c'est hyper important en fait dans les séances que j'ai pu faire. J'ai beaucoup utilisé le tableau blanc pour écrire des choses en direct et expliquer des choses, faire des petits schémas, et c'est vraiment essentiel. Une remarque qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est j'ai l'impression que trop souvent, en fait, on fait une scission entre le lien, le plaisir et les apprentissages. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que le travail sur encrochage avait montré que les élèves qui restent, ce sont les élèves qui vivent bien et qui apprennent bien. Et il me semble que quand on apprend des choses qui nous servent à comprendre le monde qui nous entoure, c'est aussi du plaisir et ça participe aussi du lien. Et je pense qu'il ne faut pas se dire d'un côté le lien, de l'autre côté les apprentissages, mais c'est un tout, me semble-t-il. Mais moi, j'utilise plutôt cuisinière. Mais comme j'ai adoré Kahoot, ça y est, je m'y suis mis, j'ai déjà préparé des petits Kahoot pour la semaine prochaine. Je trouve ça génial, en fait. Et moi, je suis dans la même situation qu'Isabelle et vraiment, je suis hyper décomplexée par rapport à ça. Moi, mes élèves, ils utilisent le téléphone en classe. Sans doute que de passer par cette façon d'enseigner, ça fait qu'on n'a pas des classes qui sont des classes hyper calmes. Ça, c'est sûr. Les classes chez nous, elles sont vivantes. Il y a des échanges. Et si on veut une classe hyper calme, on ne peut pas effectivement aller sur ce chemin-là. Mais c'est dommage parce que c'est riche. Moi, ce que ça m'a donné envie, c'est d'être plutôt une personne ressource et relais dans mon établissement, de voir justement qu'il y avait d'autres disciplines que la mienne. Moi aussi, je suis en bioécologie, hein, mais de voir que je pouvais aussi donner de l'info à des collègues par rapport à l'utilisation de ces applications en dehors de ma stricte discipline, puisqu'on avait un panel d'enseignants assez varié. Donc, ce que je retiens là de toute notre réflexion sur les conditions favorables pour un meilleur apprentissage à distance, c'est de rendre vraiment l'élève acteur de son apprentissage. Alors, faire du lien, effectivement, parce qu'il ne faut pas les lâcher, mais en plus, je pense qu'il faut bien leur expliquer dans le temps, c'est-à-dire combien de séances ça va prendre, combien de temps même ils doivent y consacrer, vraiment chiffrer avec eux tout ça, leur donner le plus d'explications et de sens possible, aussi bien dans les consignes simplifiées, effectivement, essayer de simplifier au maximum les consignes, faire des petits défis faciles pour les accrocher, mais voilà, les rendre acteurs le plus possible dans le lien et dans l'apprentissage.